l'accueil d'Emmanuel Macron et de ses ministres par des casserolades à chacun de leurs déplacements. Ce qui a une vertu. Alors c'est plus une vertu, c'est qu'au moins maintenant les Français connaissent les noms et les visages de leurs ministres, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bien vu. Et donc les bains de foule sont supprimés et notre président recule de voir, et je le cite, un formidable signe de vie démocratique, avec tout son mordant et son cynisme habituel. Par ailleurs, le président va lancer 100 jours qui permettraient de lancer d'autres chantiers pour un peu, on va dire, apaiser les tensions et divertir l'attention. Et ces 100 jours qui vont s'achever au 14 juillet. Donc, deux questions. La première, est-ce que Macron peut avoir son Waterloo ? N'oublions pas comment sont terminés les derniers 100 jours. Les 100 jours, bien sûr. Voilà. Et je rajoute une question d'un de nos spectateurs, Victor Vast, que je cite. Est-ce qu'on ne se retrouve pas, comme avec les Gilets jaunes, avec un mouvement social actif, soutenu par la base, mais sans débouché politique, avec un verrouillage des médias, une connivence des partis d'opposition, des syndicats essoufflés ? Alors, premièrement, je tiens à faire un point sur les casserolades, qui sont une excellente idée. Je m'adresse particulièrement à monsieur Couturier, Brice de son petit nom, qui, si vous voulez, journaliste à tout faire, comme les bonnes du même nom. Et qui rappelait que certains pinochettistes utilisaient les casseroles, donc les casseroles sont fascistes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme me le disait un de mes amis psychiatres, prends-les avec la douceur. Tant qu'ils n'ont pas le sédatif dans le bras, il faut être très doux avec ces gens-là. Alors au passage, taper sur des casseroles pour faire passer un message, c'est tout l'art médiéval du charivari. Hein. Brice. Genre, je sais que t'as rien de français sur toi, mais quand même, toi qui es américanisé jusqu'à la trogne, t'aurais pu quand même regarder le bossu de Notre-Dame de Disney. Tu vois, Disney, tu vois, Nouvel Obs, Disney, t'es quand même dans ton univers. Donc, mieux vaut être Disney que Nouvel Obs, si vous voulez, ou que l'Express d'ailleurs. Hein. Moi, entre Quasimodo et Barbier, mon choix est vite fait. Hein. Entre Quasimodo et Raffarin aussi, même si la cousinade de Boss fait que vous mettez un tout petit peu plus de temps, mais c'est juste de les reconnaître. Donc, les casseroles fascistes, tu vois, Brice, il n'y a pas de souci, les casseroles sont fascistes, les fourchettes sont fascistes, les couteaux à beurre sont fascistes, mais les couteaux à pain, ouvriériste, mélanchoniste, qui sait. Mais donc, moi, à titre personnel, je vous rappelle ce que j'ai dit le soir de l'élection d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Je l'ai dit, je le maintiens. Emmanuel Macron, par ses conditions d'arrivée au pouvoir, a justifié par avance tout acte qui sera entrepris contre lui. Voilà. J'essaie d'être aussi d'accord avec moi-même que je le peux. Et sur ce point, j'ai pas varié d'un iota. Emmanuel Macron fait de l'esbrouf, de la magouille et de la violence. Il était tout à fait normal qu'on en arrive là où nous sommes. Avec parfois des exemples savoureux, je vous rappelle par exemple l'exfiltration du très courageux Pape Ndiaye depuis une grande gare. Voilà mon garçon. Je pense que ça a une vertu dans cette époque de virtualisme où le pouvoir insulte les gens à bonne distance, de rappeler que dans le temps, on n'insultait pas trop les peuples. Vous savez pourquoi ? Parce que, comme disait Victor Hugo, le meilleur symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus chaque jour, et un beau jour, il vous tombe sur la tête. Voilà. Mais je sais que notre président, d'ailleurs Régis Debray en a fait un magnifique ouvrage de l'opposition Stendhal-Hugo, je sais que notre président n'aime pas Victor Hugo. Il préfère Stendhal parce que c'est plus égotique. Hein, vous voyez, c'est la destinée individuelle qui s'impose, etc., etc. Le problème, c'est que, oui, des destinées individuelles se sont imposées, mon petit, mais avec des hommes qui avaient une épaisseur que tu n'auras jamais. Et si maman t'aimait tellement, elle te l'aurait dit. Mais bon. Hein, si tu veux, pour un homme qui s'est cru héros stendhalien et qui n'est rien de plus que la version cocaïno-festive de Raoul Wolfoni. C'est bien triste. Mais moins triste encore que de voir les pantalonnades de ces ministres pris de trouille d'être face au bon peuple. Imaginez, Pape Ndiaye sort, il est bloqué par les manifestants.
évidemment, la soldatesque va multiplier les brutalités, mais ça, bon, c'est la police française. Hein. Vous savez, on peut pas leur demander d'être autre chose qu'une police de classe. Ils l'ont toujours été. Hein. Si vous voulez, la France avait toujours eu un problème, sauf à des exemples, sauf d'ailleurs, c'est drôle, face à des ministères très forts, si vous voulez. Vous voulez, la police réellement républicaine, si vous voulez, on l'a eu on l'a eu sous Clémenceau, on l'a eu sous De Gaulle, on l'a eu. C'est drôle, plus les hommes étaient forts, plus ils n'avaient pas besoin de petits mecs pour taper à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus on a eu des petits mecs, plus ils ont enlevé les muselières, ce qui est normal, à la soldatesque. Alors que, si vous voulez, nous, on a souvent eu une police de classe et une armée populaire, nous, en France. C'est très drôle, d'ailleurs. Mais imaginez que les flics aient été débordés en nombre. Vous croyez que les Français auraient fait du mal à Pape Ndiaye? Bien sûr que non. Les Français sont des gens gentils. C'est leur principal défaut, d'ailleurs. Mais j'appelle à rien, attention, c'est pas ça le problème. Je dis juste à monsieur Ndiaye qui a beaucoup écrit sur ses conditions ethniques et communautaires, qui a beaucoup écrit sur la nécessité d'un communautarisme, alors que il est fils métis d'un haut dignitaire africain et il met ses enfants à l'école alsacienne. La si méchante France. Parfois, quand on ironise sur la violence communautaire ou sur la violence tout court, parfois on peut la croiser au coin de la rue. Et là, on peut pas se faire photoshopper le gras du bide comme vulgairement Marlène Schiappa dans Playboy, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous voyez ce que c'est le réel, mes enfants. Le réel, c'est ce qui résiste à la volonté. Aïe, ça fait mal. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je ne suis pas sûr que ça désille les yeux de Madame Borne, qui, à mon avis, au bout des 100 jours, si vous voulez, aura dépassé largement les bornes de son action, parce que de toute façon, elle est déjà. Alors vous me direz, si vous voulez, Elisabeth Borne est un astre éteint, donc elle reçoit la lumière, mais elle ne la renvoie pas. Donc ça a été quand même toute l'histoire de sa vie, donc je ne suis pas certain qu'elle soit utilisable pendant 4 ans. La seule chose, c'est qui, Manu? Dussault fait déjà campagne dans Tétu, bon, tu vas pas nous mettre Schiappa. Schiappa, ça a été discuté au premier mandat, mais là, faut quand même pas. Et alors, il reste les candidats les plus sémillants. Le tringleur de Tourcoing, Monsieur Darmanin, qui d'ores et déjà s'imagine se hissant parce qu'il faut qu'il se hisse, parce qu'il est verticalement concentré, sur le fauteuil de Matignon. Et bien sûr, Monsieur le maire, qui lui pense qu'il va rebondir d'un renflement brun vers le renforcement de fauteuil pour ensuite faire un double saut périlleux arrière culbute sur le fauteuil présidentiel. Parce que Bruno ne peut pas s'arrêter à Matignon. Le monde entier n'attendait que lui. Alors qui, Manu? Ou alors vas-tu nous chercher un butoir de porte? Le syndrome Jean Castex. Le problème, c'est que la dernière fois, tu as fait les poubelles pendant 2 ans pour le trouver. En as-tu un nouveau? Alors, bien sûr, certains pensent que pour calmer la populace, il va ramener d'entre les morts certaines figures du passé qui seraient d'utiliser ce que certains osent appeler des hommes d'expérience. C'est comme ça que, par exemple, s'offre, puisque c'est une offre de tapin, de Monsieur Bayrou, si vous voulez, Bayrou fait partie des signes cliniques d'une mort institutionnelle. Si vous voulez, c'est comme l'arrivée de Manuel Valls, si vous voulez. C'est en sciences médico-légales, vous avez des heures sur les cadavres par rapport au type de mouche qui pond sur le cadavre. Eh bien, dans une décomposition institutionnelle, c'est pareil. À partir de l'heure à laquelle a pondu Bayrou ou à partir de l'heure à laquelle a pondu Manuel Valls, vous savez à peu près la date de la mort institutionnelle du régime concerné. Voilà ce qu'a Emmanuel Macron vis-à-vis d'un mouvement social qui, je vous le rappelle, ne se cristallise pas uniquement sur les retraites, se cristallise sur la haine de classe
qui suinte par tous les pores de la peau de l'infrastructure macronienne. Ça aurait pu être les retraites, ça aurait pu être autre chose. Là où je donne entièrement raison à notre sympathique questionneur, c'est que nous sommes... Alors, on n'est pas tout à fait dans un ancrage gilet jaune. Pourquoi ? Parce que là, vous avez avant tout un mouvement de fond du salariat. Il n'y a pas eu dans la phase salariat pur, il n'y a pas eu d'arrivée massive de petits patrons, ce qui était le cas au début des Gilets jaunes. Mais les petits patrons vont un moment entrer en lice parce que c'est d'ailleurs la peur du pouvoir. C'est pour ça qu'il maintient le chèque énergie, ce qui lui permet de faire de la dette au lieu de sortir du marché européen de l'énergie, qui était la seule chose qui pouvait nous sauver. Donc résultat, je veux sauver l'Europe, j'endette vos gosses. Comme à chaque fois. N'oubliez jamais, la seule chose qu'Emmanuel Macron veut sauver, c'est le rêve européen. C'est-à-dire, on finira par avoir la peau de la France. Je vais vous donner un exemple. Là, sa majorité a tenté de faire un grand remplacement qui n'intéresse personne, celui-là, parce qu'il n'y a pas de rente, qui est de faire disparaître les symboles français derrière le symbole communautaire, c'est-à-dire un drapeau bleu à étoile jaune pisse, pour lequel, enfin, je ne dis pas qu'il ne sert à rien. J'en utilise quelques-uns qui m'ont été envoyés d'un peu partout dans le pays comme serpillière et pour bloquer les arrivées d'air sous les portes. C'est à peu près qu'à ça que ça peut servir. Donc, ça va me permettre de faire un État qui n'est pas uniquement pour la France, mais qui est très sémillant pour la France, mais également pour toute une partie du monde occidental. Je l'ai dit il y a plusieurs années, mais je n'y suis jamais revenu et je voudrais le dire maintenant. Vous avez dans une part de l'élite occidentale ce que j'appellerais la tentation du sale type. Vous savez, les pauvres types qui, quand une nana les largue, qui la tabasse ou qui la balafre, en disant tu seras laide avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Ben, une partie de l'élite occidentale, exactement comme les gauchistes ont, après mai 68, été dans la populophobie parce que vous, les ouvriers, vous n'avez pas porté le rêve de nous, petits étudiants merdeux du quartier latin, eh bien, vous avez une part de l'élite occidentale qui dit les Occidentaux n'ont pas porté le rêve droit de l'homiste et mondialiste qui était le nôtre, eh bien, nous allons balafrer ces pays avant de partir, si jamais nous devons partir. Nous allons commettre des actes définitifs. Et à titre personnel, je le sens venir, ça, parce que vous avez un nihilisme militaire qui monte à une vitesse, c'est-à-dire que foutu pour foutu, on préfère voir, si vous voulez, c'est là où on voit l'aspect fin de règne, c'est que vous avez des calculs interpersonnels. Par exemple, vous avez une partie de la Macronie qui aujourd'hui voudrait bien faire élire Marine Le Pen parce qu'ils savent qu'elle trahira, et donc ensuite ils la neutraliseront en quelques mois. Ça, c'est monsieur, je crois, Dussault d'ailleurs, en disant elle est plus républicaine que d'autres, ce qui ne veut strictement rien dire. Je vous le rappelle, la République, depuis Manuel Valls, c'est un mot politique qui est un mot qui n'a plus aucun poids. Si vous voulez, c'est l'équivalent de « et camarades républicains, passe-moi le sel ». Donc, vous êtes face à cette tentation nihiliste-là, et en face, vous avez un mouvement populaire qui est toujours fractionné en deux. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est la droite qui n'est pas allée. C'est la droite ou les nationaux de droite, parce que, à l'exception de ceux qui font le jeu du peuple, enfin, c'est-à-dire les souverainistes, quoi, bon, le Philippot, tous ces gens-là. Mais tout le reste, ils n'ont pas voulu y aller. Pourquoi ? Pour une raison. Alors, ils vous promettent que, bien sûr, ils changeront tout quand ils seront élus. Hein, bon, ce truc le péniste classique depuis 1974. Bon, pourquoi pas. Bon. Et bien sûr, ils feront rien. Et aussi parce que monte une populophobie de ressentiment vis-à-vis de classes
vis-à-vis d'opposants politiques qui ne savent pas comment se positionner pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont pas de projet pour la France. Je vais vous donner 2 exemples qui m'ont beaucoup frappé. Le premier exemple, c'est toute la pantalonnade autour de la défense du modèle social macroniste fait par entre autres quelqu'un comme Éric Zemmour. Si vous voulez, comme disait le petit dans la série Malcolm, on n'attendait rien, on a été quand même déçus. Et de l'autre côté, l'interview sur l'excellent média Livre Noir de Monsieur Buisson, qui s'est entièrement défaussé sur les Français, hein, tout est de la faute des Français, etc. Bon, très bien. Ce qui permet à Monsieur Buisson de ne pas souligner l'élite française qui a commis des actes graves, dont un qui est une haute trahison à laquelle Monsieur Buisson a participé directement. Alors, Monsieur Buisson peut penser que les Français ne sont plus assez chrétiens, sont mous, etc. Mais je rappelle à Monsieur Buisson que si les Français avaient encore un État souverain et que quelqu'un avait essayé de frauder un référendum, Monsieur Buisson serait au fond d'un trou. Je ne dis pas qu'il le mérite, ce qui ne m'empêche pas parfois de le penser. Mais par contre, la mollesse qu'il prête aux Français, qu'il fasse attention parce qu'il en jouit largement. Et il est tout à fait facile, quand on a été conseiller du président de la République pendant près de 5 ans, avec des émoluments substantiels, de mettre tout sur la faute du bon peuple, mais à un moment, je pense que, si vous voulez, je me méfie de la tendance de certains intellectuels catholiques à confondre absolution et tout est permisme. Et pour, si vous vous rappelez de vieux films sur la mafia italienne, par exemple, Il était une fois le Bronx, on pouvait faire ce qu'on voulait, on allait à confesse, on était lavé. Et je pense qu'il y a un peu, ça dans la parole de Monsieur Buisson, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est les autres. La seule chose qu'il veut bien dire, c'est que sa génération en tant que boomer a quand même une responsabilité particulière. Merci Jeannot. Mais vous voyez, dans toute une part, et bien sûr, il maintient qu'il faut mettre le bloc sociologique de droite, où maintenant il met les macronistes quand même. Maintenant il met les macronistes. Pour chevaucher la bête populaire, voilà, c'est-à-dire pour domestiquer l'animal peuple. Bon, très bien. Rien appris, rien compris. Mais vous voyez la populophobie qui monte dans une partie de gens qui ne sont pas des alternatifs, qui sont des oubliés du mondialisme. C'est-à-dire des gens qui juste, qui, eux, ils ne veulent pas entendre teinter les casseroles, ils veulent juste entendre teinter les gamelles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais je ne leur en veux pas. Hein. Certains disent qu'ils n'ont pas de face. Je vous rassure, ils n'ont pas de profil non plus. Comment ça peut se terminer? 4 ans encore, hein, mon petit. Je n'ai toujours pas eu de retour du débat constitutionnel sur est-ce que s'il arrête son mandat en cours, est-ce qu'il peut se représenter? Ça, si vous voulez, j'ai une incertitude constitutionnelle sur cet état de fait. Si quelqu'un c'est un meilleur constitutionnaliste que moi veut qu'on en discute, j'en serais ravi. Il peut avoir ce plan-là, mais je pense qu'il veut être parmi les prochains patrons de la Commission européenne parce qu'il pense que, vu ce qu'il a fait à la France, on lui doit. Vu que, bon, sa candidature au prix Nobel de la paix, qu'il a quand même beaucoup caressé dans un sens non lemérien du terme, hein, j'entends. Du terme caressé. Mais je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Et donc, c'est simple, hein, Van der Leyen veut l'OTAN et lui, il veut la place de Van der Leyen. C'est simple. Hein, comme quoi ça fera une Allemande de sang et une Allemande de papier dans 2 institutions majeures. Et ça, c'est une de ses idées. Ou peut-être de tenter un coup.
ou de tout faire brûler, puisqu'a priori, sa haine personnelle pour Droupi, enfin pour Édouard Philippe, ne s'est toujours pas calmée. Bon, vous voyez que maintenant, Monsieur Vauquier, donc Edgar, Droupi, ils sont tous maintenant dans les sondages d'opinion, déjà pour la nouvelle présidentielle. On est à 4 ans, hein, je vous le rappelle. Donc il peut se passer quand même beaucoup de choses. Et donc ça va être un vrai chemin de croix pour Emmanuel Macron parce que son système entier se retourne contre lui. Je vous rappelle que Monsieur Jouyet avait été le faiseur de roi du premier quinquennat Macron en termes de gouvernement, parce qu'Emmanuel Macron l'avait mandaté pour faire les poubelles et pour trouver des hommes qui ne feraient pas d'ombre à son ombre à lui. Mais quand le vent tourne, eh bien, les hommes de paille s'envolent, c'est normal, c'est logique. Et je ne suis pas certain que de rappeler Castaner comme on appelle la cavalerie dans les westerns soit une très très grande idée. Hein, parce que avec des renforts comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons une classe politique épuisée. Quand bien même piraterait-il ce qui reste des Républicains, il va prendre qui? Philippe Juvin? Lisnard? Gare? Enfin, M. Wauquiez. C'est-à-dire rien. On a même parlé du retour de Manuel Valls au gouvernement. Là, si vous voulez, c'est une... pardonnez-moi de ne pas aller jusqu'au cimetière. Vous voyez? On nous a quand même dit que Larcher avait fait des offres de services. Oui, Larcher n'a pas que des largeurs, il a parfois des largesses. Mais voilà où nous en sommes. Une classe politique épuisée face à un mouvement social qui peine à trouver sa tête et qui est sur laquelle les syndicats ont surfé, mais aujourd'hui, vous avez vu l'annonce de remise de la prochaine journée d'action en juin. Donc les syndicats tentent d'étouffer un mouvement qui, je vous le rappelle, a fait entre 700 000 et 800 000 au 1er mai, c'est pas rien. Hein. Mais les syndicats ne peuvent pas contrôler ce mouvement, ils le savent. Donc voilà. Toutes les institutions ont failli. On a une part de la population qui est déboussolée, on a une part de l'élite qui, de toute façon, passera en force, quelles que soient les conséquences pour le pays. Justement, on a parlé de beaucoup de personnalités, donc c'est bien, on a finalement déjà déblayé beaucoup de sujets que nous souhaitions aborder ce soir. On a parlé de pas mal d'institutions. Il y en a une qui était au programme de ce soir, mais qui en plus fait parler d'elle. À 19h, le Conseil constitutionnel a annoncé que le RIP, c'est-à-dire que la deuxième décision du RIP a été blackboulée, comme c'était prévisible encore une fois. Donc, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Conseil constitutionnel, hormis que ses fonctions sont assez mal comprises de beaucoup, parce que le Conseil constitutionnel n'a a priori pas vocation à dire être pour ou contre la réforme des retraites. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Je vais être très court sur ce point, parce que je crois l'avoir déjà traité précédemment sur les problèmes du Conseil constitue. Bon. Le Conseil constitutionnel a de multiples problèmes. Il a le problème de sa politisation qui est évidente, d'être une espèce de vieux zinc où des politicards fatigués viennent descendre ennemis, et où on met les amis quand on ne sait plus quoi faire. Je pense à l'espèce de... je pense au bibendum là que Macron avait mis, on ne savait pas pourquoi, alors c'est pas la différence entre une loi et une circulaire écrite de l'Assemblée nationale. Donc c'est, si vous voulez, vous avez un problème de gens qui sont dedans. Vous avez un problème également du rôle du Conseil constitutionnel. Pardonnez-moi. Ce rôle du Conseil constitutionnel, c'est dans la Ve République, c'était très clair. C'était protéger de l'empiètement des parlementaires et de leur incompétence le domaine du règlement. Donc l'action du gouvernement.
Point. Il fallait que attention, c'était pour que le Parlement puisse aussi se recentrer sur des choses importantes qui sont le contrôle de l'action gouvernementale et particulièrement le contrôle budgétaire. Ce qu'au passage, les parlementaires ont très rarement fait, à l'exception des premières décennies de la Ve République. Il faut dire, le personnel parlementaire a quand même énormément baissé en termes de niveau. Bon, très bien. Il était évident qu'une assemblée dans laquelle il y avait messieurs Juppé et Fabius n'allait pas défier Emmanuel Macron. C'est évident. Et surtout, le référendum d'initiative partagée, comme tous les instruments de démocratie directe, il n'y a rien de plus détesté par ces gens. Il est évident que quand ils vous ont donné ce droit-là, ils ne voulaient pas que vous puissiez l'utiliser. Mais pour une raison qui est simple. Vous êtes en xénocratie. Voilà. Vous êtes occupé par le drapeau bleu étoile jaune pisse. Donc, si on vous donne un référendum, vous allez peut-être empiéter sur le domaine des maîtres. Or, vous êtes des gueux. Restez à votre place. Bon. Alors, on vous a donné le référendum d'initiative partagée comme un hochet. Et bien sûr, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne valait pas ni l'encre ni le papier sur lequel il était écrit. C'était tout à fait logique. On vous avait prévenu. Bon, maintenant, c'est fait. Le Conseil constitutionnel, lui, est un gardien de deux choses. De trois choses aujourd'hui. Premièrement, il est un gardien des violations répétées de la Constitution en termes de procédure faites par l'élite xénocratique. Les cas typiques, la réforme des retraites. Comme je vous l'ai dit, la réforme des retraites passe sur la procédure des lois budgétaires au lieu de la procédure des lois ordinaires. Pourquoi ? Pour chanter le débat parlementaire. Chanter le débat parlementaire, c'est une violation de la Constitution. Mais ça, c'est pas grave. Comme les macronistes ont l'habitude de le faire, vous savez pourquoi ? Parce que, et ça, n'importe quel fonctionnaire d'assemblée vous dira que j'ai raison. Les eurocrates demandent à la France de vite se mettre en conformité avec le droit européen. C'est pour ça que les macronistes n'arrêtent pas de voter des textes. C'est parce que il faut lécher les bottes de Bruxelles le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on multiplie les passages en force dans ce qui n'est plus un parlement, mais une vaste chambre d'enregistrement. Un grand soviet suprême. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de ces textes ? C'est que le Conseil constitutionnel s'est planqué en validant la loi retraite pour une seule raison, c'est que s'il l'invalidait pour un vice de procédure pourtant évident, il devait voir revenir, certainement par question prioritaire de constitutionnalité par exemple, il devait voir revenir 15 ou 20 textes qu'il avait validés pour des raisons strictement politiques. C'est aussi simple que ça. Or, vous avez un véritable souci dans le Conseil constitutionnel, c'est que, outre d'être un gardien de l'ordre bourgeois aujourd'hui, il est un gardien de la xénocratie, c'est-à-dire pas touche à l'influence étrangère en France, et surtout de l'Union européenne. Et dernier point, c'est aussi le gardien de la religion de l'état de droit. Pourquoi ? Parce que la religion de l'état de droit n'est rien de plus que, exactement comme la théocratie et la prise de pouvoir des clercs religieux, l'état de droit n'est rien de plus qu'une cléricature de juristes qui arrive à emprisonner le politique dans les raies du droit. Or, le droit, ça sert à faire tenir les sociétés, d'accord ? Mais ça n'enchaîne pas la politique comme Gulliver a été enchaîné. Si vous voyez la référence que j'utilise, vous voyez ?
Mais il est évident que pour une caste de juristes, je dis bien de juristes, parce que s'ils étaient à l'étage au-dessus, ce seraient des légistes, comme on a eu des légistes royaux. Mais aujourd'hui, ils ont dégénéré, sont rien de plus que des petits juristes. Eh bien, ces gens-là prennent le pouvoir contre la politique et imposent l'état de droit qui est un veau d'or auquel on peut, qui est même plus qu'un veau d'or, qui est au sens premier, qui est un Moloch. Si vous voyez en démonologie qui était Moloch, Moloch c'était une divinité démoniaque à laquelle les légendes disent, hein, c'est le Colline de Plancy, le dictionnaire infernal qui le dit, auquel, comme le culte de Baal, où on sacrifiait des enfants dans l'ancienne Mésopotamie, ça c'est la démonologie du 19e siècle. Hein, les historiens, bien sûr, ont invalidé à peu près tout ça, mais vous voyez, on peut sacrifier n'importe quoi à l'état de droit parce que c'est un Moloch. On a bien sacrifié la pauvre petite gamine qui a été traînée sous une bagnole par un mec qui a dit « je savais pas qu'elle était sous la bagnole » alors qu'elle avait un indice de douleur de 9 sur 10. D'accord ? Et on a bien donné la petite Lola. Et on en donnera encore plein d'autres. Parce que l'état de droit patouche. Je vous renvoie au très bel ouvrage de Guylain Benassa dessus. Hein, et également aux œuvres de mon vieux maître Jean-Louis Harouel. Et également un ouvrage que je vous recommande, quelqu'un qui passera certainement au Cercle de Strasbourg prochainement. Il y a un bon ouvrage aussi là-dessus qui est de Bertrand Saint-Germain, qui est pas mal. Donc voilà. Il y a quand même un début de prise de conscience dans la caste de gens qui aiment réellement la science juridique et qui n'y voient pas un moyen de concircuiter la démocratie et de pouvoir prendre l'auctoritas et la potestas dans le dos du bon peuple. Mais le Conseil constitutionnel aujourd'hui représente ces trois servitudes. Maintenir le pouvoir de la classe bourgeoise, maintenir le droit de l'homisme et maintenir la xénocratie. œufs, jambon, fromage. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.